Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Appelons ça une usine à gaz, un truc entre Kafka et Alphonse Allais. L'imagination du gouvernement est sans borne. Il a créé, ces dernières heures, une 4e catégorie pour les carrières longues. C'est une trouvaille. Vous avez commencé à travailler à 14 ans. Vous cotiserez 44 années. Vous avez commencé à 15 ans. Ce sera 43 années. Vous commencez plus tard, mais vous cotisez moins que celui qui a commencé plus tôt. C'est logique. Vous avez commencé à 16 ans. C'est 44 ans de cotisation. Pourquoi mystère et boule de gomme? Mais si vous avez commencé à 17 ans, ce ne sera que 43 ans. Donc toujours moins que celui qui a commencé à 16. Tout ce que je dis est exact et vérifiable. Cette réforme est incompréhensible, évidemment injuste, et c'est nouveau, elle est devenue inutile. À force de triturer le texte, la réforme censée combler le déficit ne comble plus rien du tout. Les dépenses excèdent les recettes. En 2030, le système sera toujours déficitaire. À ce niveau d'impréparation, d'incompétence, de lâcheté et de confusion, cette réforme est une œuvre d'art. Il est 9h01. Audrey Berthaud. Pierre Palmade a été placé en garde à vue hier après-midi et on vient d'apprendre que Pierre Palmade s'est rendu à la boulangerie juste avant l'accident pendant que l'un des deux hommes qui étaient présents dans la voiture lors de l'accident est allé à la pharmacie acheter des seringues. Les deux hommes qui l'accompagnaient ont été également placés en garde à vue hier. Tous les magasins San Marina fermeront définitivement samedi. L'enseigne de chaussures qui emploie plus de 600 salariés en France est en redressement judiciaire et en attente d'une probable liquidation. L'espoir d'une reprise du groupe s'éloigne. 2 actionnaires ont abandonné leur offre la semaine dernière. Enfin, Noël Le Graët, toujours dans la tourmente, il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. C'est ce qu'a dit la ministre des Sports. L'inspection générale a remis hier son rapport définitif sur la FFF. Ce rapport pointe ses dérives de comportement et ses prises de position publiques déplacées. Vous connaissez la casquette la plus célèbre de France désormais, Fabien Villedieu, représentant Sudrail. Merci d'être avec nous. Philippe Guibert, Olivier D'Artigol, Gérard Carrérou, Gauthier Lebret et Marie-Estelle Dupont, un psychologue qui nous parlera notamment de l'addiction et pourquoi pas du rôle des familles, comment elles sont parfois démunies lorsqu'elles ont dans leur propre famille un garçon, une fille qui est drogué et qui ne peut pas se départir de cette drogue. Mais, Monsieur Villedieu, avant de commencer le débat, une chose m'a interpellé. L'intersyndicale, bonjour. Bonjour. D'abord, l'intersyndicale a appelé solennellement tous les députés à rejeter la réforme. Tous, sauf le Rassemblement national. Dans un courrier adressé aux députés, l'intersyndicale demande solennellement de voter contre la réforme des retraites et particulièrement contre l'article 7. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a 1 million de gens qui défilent chaque semaine. J'imagine qu'il y a des électeurs du Rassemblement national et l'intersyndicale, forcément vous en faites partie, demande de rejeter la réforme, mais n'écrit pas au Rassemblement national, qui a fait 42% au deuxième tour de la présidentielle. Et je voulais savoir pourquoi. D'abord parce que l'intersyndicale, c'est un consensus, voilà, parce que ça va de la CFTC à la CGT en passant par Solidaire. Donc toutes les positions qu'ils prennent, elles doivent être consensuelles et acceptées par tout le monde. Donc je suppose que dans l'intersyndicale, il y a des gens qui ne voulaient pas s'adresser. Il n'est pas dans la République. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a 89 députés. C'est-à-dire que le Rassemblement national, quelle est la position des syndicats sur le Rassemblement national ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une position des syndicats sur le Rassemblement national. La vôtre, par exemple, vous trouvez que c'est... Je parlerai pour Solidaire. Je pense que ce qui ne plaît pas par rapport au Rassemblement national, c'est le fait de diviser les travailleurs entre eux, qu'ils soient de nationalité française ou pas. Et d'ailleurs, ça se voit bien sur la question des retraites, parce qu'aujourd'hui, que vous soyez français ou que vous ne soyez pas français, vous soyez étranger, vous avez le droit à une retraite. Parce que c'est un rapport entre votre cotisation, le fait que vous cotisiez ou vous ne cotisiez pas, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de droits que vous pouvez avoir en France. Et c'est vrai que cette division-là, ça dérange un certain nombre d'organisations syndicales. Donc ça, par exemple, vous validez, vous êtes plutôt d'accord de ne pas demander au Rassemblement national de se joindre à cela. Oui, je valide. Écoutez, c'est intéressant en tout cas d'entendre votre position. On rappelle effectivement un sondage puisque 6 Français sur 10 sont contre cette réforme. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une journée un peu faible en termes de mobilisation. Vous-même, Sudrail, n'appelez pas forcément à faire grève ou au contraire, vous avez appelé aujourd'hui à des mouvements de grève parmi les cheminots ? Alors,
Aujourd'hui, ça sera, de mon point de vue, alors encore faut-il voir comment ça va se passer à la fin de la journée, et pas tirer de conclusion trop vite. Après, ce qui est vrai, et ce qui est une particularité un peu à la SNCF, c'est que dans la mesure où nous, on pense que là où ça va se jouer, c'est à partir du 7 mars. Voilà, et qu'on va demander aux collègues à la SNCF, mais pas qu'à la SNCF, dans un certain nombre de secteurs, de partir en grève reconductive, c'est-à-dire de perdre beaucoup d'argent tous les jours. Oui. Bon, vous imaginez bien que le 16, ça avait moins une réalité, c'était moins pertinent. Bon, êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites ? C'est un sondage qui a été fait 14 et 15 février. 67% des Français sont quand même contre. Êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites ? Comment peut-on imposer ? C'est difficile, j'imagine, pour le gouvernement d'imposer, difficile ou pas d'ailleurs, d'imposer contre la volonté. Emmanuel Macron s'est exprimé, je crois, hier, et c'est vrai qu'il a dit à ses ministres qu'il était fâché contre les oppositions qui ont voté contre son index senior, reprochant à la gauche de voter contre une mesure qui contraint les entreprises, et puis reprochant à LR ses variations sur les 65 ans, parce que Valérie Pécresse avait proposé 65 ans pour la campagne présidentielle, et maintenant LR a trouvé... Je crois qu'on va voir ce qu'avait dit Emmanuel Macron, et ça c'était assez intéressant. Il dit que les oppositions sont perdues, et qu'elles n'ont plus de boussole. Oui, voilà, et il dit que seules les élections, finalement, comptent. Les importent. Au fond, ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est son élection à lui. Voilà. Et aux députés aussi. Et que le reste n'a pas d'importance. Mais on le voit ou pas je demande à Marine Lançon. Des mauvais points. Le verbatim. Si ce n'est distribuer des bons et des mauvais points et être particulièrement, il paraît furieux vis-à-vis de son exécutif, pourquoi est-ce que lui, qualité, il ne défend pas la réforme ? Mais parce qu'un président préside. Et un gouvernement gouverne. Le dépassement crée des effets de trouble. Les oppositions sont perdues. Bon, je ne sais pas qui est le plus perdu. La vie des Français et leur décor, leur seule boussole, ce sont les élections. Ça, c'est intéressant, cette phrase. La vie des Français et leur décor, leur seule boussole, ce sont les élections. Ouais. Bon. Il est sur la défensive, là. Oui. Franchement, quand on lit cette phrase, on se dit c'est une déclaration extrêmement défensive de quelqu'un qui sent effectivement... Je crois qu'il n'est pas content de ce qu'a dit Elisabeth Borne. Il trouve qu'elle a parlé trop vite. Il n'est pas content des Français, Il trouve qu'elle a parlé trop vite sur les carrières longues. Et il le dit, il trouve qu'elle a parlé trop vite sur les carrières longues. Il trouve que c'était arrivé trop rapidement, que c'était impréparé. En fait, il dit un peu ce que je dis. Et il est content. C'est impréparé. Il est content. Mais non, c'est vrai. Ils disent ce que je dis. Sur les élections, les députés LR vous le disent aussi. Ils expliquent que Marine Le Pen a fait souvent un très bon score dans leur circonscription. Et donc oui, ils changent d'avis parce qu'il y a des électeurs de Marine Le Pen qui les ont fait élire députés. Albi se prépare. Voyons le sujet de Sarah Fanzari. Les tracts sont prêts. Les tenues déjà sur le dos. Philippe Martinez ou encore Laurent Berger. Des invités de marque attendus dans cette petite ville d'Occitanie. J'étais ravie, enchantée, parce qu'enfin on est reconnu, on est entendu. Et voilà, donc le cœur de la France va pouvoir crier haut et fort sa colère. Et c'est toute une ville qui est mobilisée pour cette manifestation qu'ils espèrent mémorable. Samedi dernier, les syndicats avaient recensé plus de 20 000 personnes dans les rues d'Albi. Cette fois, plus que jamais, ils seront au rendez-vous. On a affaire à un mouvement qui touche toutes les catégories de la population. C'est-à-dire que les mobilisations ne sont pas seulement des mobilisations des grandes villes, mais ce sont des mobilisations des villes moyennes, des petites villes, du milieu rural. Et les affluences aux manifestations à Albi sont tout à fait considérables. Les leaders syndicaux, eux, n'ont pas choisi Albi par hasard. Symbole pour toute la gauche, c'est la ville de Jean Jaurès, fervent défenseur des travailleurs. Albi, c'est le pays de Jaurès, c'est aussi le pays des mines de Carmaux, où il y a eu d'innombrables luttes. Et les vacances scolaires n'ont pas encore commencé à Albi, un facteur non négligeable qui devrait garantir une mobilisation conséquente. Au moins 30 000 personnes sont attendues aujourd'hui. Ce qui est intéressant lorsqu'on vous reçoit, c'est Fabien Villedieu, c'est d'avoir une remontée du terrain. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui ceux qui sont sur le terrain ? Ils sont un peu lassés, fatigués, ou au contraire, ils sont dans une démarche de vouloir le blocage qui arrivera peut-être le 7 mars ? C'est sûr que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis à ma 5e journée de grève, donc à chaque fois, je mets 100 balles sur la table, donc ça me fait 500 balles, donc effectivement, ça fait jamais plaisir de perdre de l'argent. Mais je pense qu'il y a quand même vachement de ressources et de volonté et de détermination dans la population, chez les travailleurs, y compris ça se voit dans les préfectures et les sous-préfectures, parce que
il peut y avoir un effet d'effort et de difficulté de perdre cet argent-là, mais il y a une véritable volonté. Ça, vous la sentez, cette détermination? Il n'y a pas de lassitude de gens qui disent, bon, quoi qu'il arrive, elle va passer. Parce que j'entends ça aussi. Le phénomène contradictoire qu'il va y avoir, c'est que sans faire un pronostic sur ce qui va se passer ce soir, mais je pense qu'il y aura un petit phénomène où ça va un petit peu baisser par rapport à ce qu'on a connu. Ça va rebondir très fortement à partir du 7 mars. Et moi, je vois ce que me disent les collègues, en tout cas à la SNCF, et je sais que ça pèse un petit peu, et les retours que j'ai d'autres entreprises, c'est qu'à partir du 7 mars, on va partir à fond. Et ce qui est très important, c'est que je sens que les gens, parce que moi je dis toujours, la victoire c'est dans la tête. Vous pensez que vous allez perdre, vous n'êtes pas prêt à vous battre. Je sens que les gens se disent, là-haut, ça commence à partir à volo. Oui, alors là il y a discussion. Moi je trouve au contraire qu'il y a une sorte de non-écoute, comme vous dites là-haut. Et d'ailleurs, il y a ce petit off qu'on prête à Emmanuel Macron. Ce sont toujours les mêmes qui manifestent. Ah oui, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui sont le plus en difficulté. Il y en a en tout cas, sûrement, il y a un noyau dur. Mais j'ai interprété cette phrase comme une forme de mépris. Oui, c'est toujours les mêmes. Voilà. Oui. Genre, je trouve que ce n'est pas... C'est une nouvelle fois, ça nourrit l'idée d'incompréhension d'un président de la République avec d'une déconnexion avec une certaine partie de la population. Non seulement c'est méprisant, mais c'est profondément faux. Voilà, c'est profondément faux. Moi, j'invite les gens à aller voir en manifestation. Moi, je vois des gens qu'on ne voit jamais. C'est des gens, c'est ce qu'on appelle les primo-manifestants. Tout à fait. Donc en plus, c'est faux. Oui, bien sûr. Mais vous avez raison en plus. Donc non seulement c'est méprisant, mais en plus c'est faux. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous avez raison parce que moi-même, j'entends des gens qui disent je n'ai jamais manifesté. Je l'entends. Donc on a un président qui, comme toujours, est déconnecté ou semble déconnecté d'une réalité du terrain. Mais les gens, je pense qu'ils le voient de loin. Emmanuel Macron, c'est un acteur de cinéma. Parfois, pour eux, c'est quelqu'un qui est très loin, qui ne comprend pas manifestement, qui n'est pas en phase directe avec. Moi, je l'invite souvent à écouter nos émissions ou d'écouter. Je parle souvent des auditeurs ont la parole. Ils devraient écouter les auditeurs ont la parole. Oui, une question. Est-ce que l'intersyndicale va vraiment être unie jusqu'au bout quand il va falloir entrer dans le dur? Parce que là, vous avez attendu visiblement que passent les vacances scolaires pour entrer dans des stratégies plus difficiles, plus bloquantes. Parce qu'il faut que vous vous bloquiez, parce que sinon la réforme va passer à l'Assemblée, au Parlement. Est-ce que tout le monde va suivre dans vos troupes syndicales, dans tous les syndicats? La division syndicale, certains la cherchent depuis un mois et demi, et pour l'instant, elle n'arrive pas. Voilà. Pour l'instant, elle n'arrive pas. Pour l'instant, elle n'arrive pas. Et moi, le pari que je fais, c'est qu'elle va se maintenir, y compris quand vous voyez les communiqués aujourd'hui par rapport aux communiqués il y a un mois, il y a un durcissement. Moi, on m'aurait dit... alors, on peut penser ce qu'on veut de tous les syndicats, mais la CFTC allait signer un communiqué en disant maintenant, il faut durcir. On m'aurait dit ça il y a un mois. Je dis non, mais c'est pas vrai. Et parce qu'il y a des compréhensions collectives où face justement à un gouvernement qui reste borné, il y a la nécessité, voilà, désolé, c'était facile, il fallait que je la fasse, il y a la nécessité justement de durcir la mobilisation. Et je crois également aux mobilisations complémentaires. C'est-à-dire j'ai bien conscience que dans un certain endroit, partir en grève reconductible, ça va être compliqué. Mais c'est pour ça qu'il y aura à la fois des journées de 24 heures et à la fois dans des secteurs qui peuvent, des grèves reconductibles. Moi, ce qui me semble, c'est que, et effectivement, les manifestations, peut-être qu'aujourd'hui, ça sera... Vous l'avez vous-même dit, donc vous devez penser un peu que c'est le cas, ça sera peut-être un peu faiblard. Mais moi, ce qui me semble, en discutant avec des tas de gens, notamment des gens de la vieille génération, puisque âge aidant, on en connaît plus, je connais plus de gens de 75 ans ou de 60 ans que de gens qui ont 10-12 ans. Bon. Les gens ont, pendant ces semaines-là, commencé à faire tous leurs petits comptes. Et il y a une chose qui est massive, je ne sais pas si vous l'avez mesurée, ce sont les gens qui ont l'impression qu'on leur a raconté une énorme arnaque sur l'histoire des 1 200 €. Oui. C'est parce que moi j'avais pensé, quand j'ai entendu Madame Borne présenter le plan, je me suis dit quand même ça va faire réfléchir. Beaucoup de gens vont se dire c'est une très bonne chose, 1 200 € Bon. Quand on fait les comptes, après les promesses de M. Véran, qui parlait de 1 800 000 on en arrive à 40 000. On est à 40 000. Oui. Les gens ont vraiment là l'impression qu'on les a bluffés du début à la fin. Et croyez-moi, ça va laisser des traces. Peut-être plus que le fait de savoir Marine Le Pen. Manifestants. Marine Le Pen qui veut déposer une motion de censure, elle était ce matin sur RTL. Pourquoi dépose-t-elle une motion de censure alors qu'il n'y a aucune chance qu'elle ne soit votée? Écoutons-la. Personne n'a envie d'aller au vote.
d'accord ? La NUPES n'a pas envie d'aller au vote parce qu'ils veulent pouvoir accuser le gouvernement d'être autoritaire et maintenir la pression dans la rue. Le Renaissance ne veut pas aller au vote parce qu'ils ont peur que cette réforme soit rejetée. Quant au LR, ils veulent pas aller au vote parce que en réalité, ils sont très contents de rester dans une ambiguïté absolument totale puisqu'il n'y a aucune cohésion. Non. Je les mets devant leurs responsabilités. Quand on fait de la politique, qu'on se dit représentant du peuple français et qu'on l'est, eh bien, on assume ses positions. J'en ai assez des postures, j'en ai assez des discours. Il faut maintenant passer aux actes. Cette motion de censure, elle permet de passer aux actes. Est-ce que vous êtes pour la réforme ou est-ce que vous êtes contre la réforme ? Ça mérite de poser le débat, même si son attitude est très critiquée au sein de l'Assemblée, parce qu'on dit qu'elle ne fait rien et que le Rassemblement national ne fait rien. Oui, on dit depuis le début, effectivement, que le Rassemblement national est plutôt discret sur cette réforme des retraites. Alors, il faut dire qu'avant le début des débats à l'Assemblée, la France Insoumise et la NUPES menaient le leadership sur la contestation de la réforme des retraites. Depuis ce qui s'est passé au milieu de l'hémicycle, du côté notamment de la France Insoumise, c'est plus contrasté. Monsieur Ruffin, ce matin à Sud Radio, a évoqué la motion de censure. Le Rassemblement national n'existe pas dehors, il n'est pas dans les manifs, et il n'existe pas dedans, il n'est pas dans les débats, il ne propose pas d'autres sources de financement de la retraite. La seule chose qu'il vient dire, c'est les femmes doivent faire plus d'enfants. C'est tout. Donc à un moment, pour exister, il pose une motion de censure, pour exister dans ce débat-là, mais on sait d'avance qu'elle va faire pchit, et même encore... Mais vous pourriez la voter avec le Rassemblement national, elle va venir nous priver d'une demi-journée de débat supplémentaire, et on en a déjà eu, je sais pas, un gros paquet, 7, 8, 9 motions de censure, dont on a vu que c'était de l'échec permanent. Tandis que sur, par exemple, le financement, la première partie du projet de loi, le vote, là, peut-être qu'il y a plus de suspense et on n'y aura pas droit. Bon. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est pas notre boussole. Alors, d'une certaine manière, Marine Le Pen répond à M. Ruffin en lui disant que c'est le gouvernement qui doit être censuré. Le gouvernement a décidé un temps contraint, il a eu tort de le faire. La NUPES a déposé 13 000 ou 17 000, je ne sais plus, amendements qui fait que nous ne pourrons pas voter ce texte. Même aujourd'hui où ils envisagent de les retirer, ce qui prouve qu'ils ont eu tort d'ailleurs de les déposer, eh bien ça ne permettra pas de voter le texte. Comme nous ne pourrons pas le faire, eh bien moi j'offre la possibilité à l'ensemble des députés qui y sont opposés, dans le cadre d'un véritable référendum parlementaire, de dire oui ou non à la réforme des retraites. Et de surcroît, je pense que ça nécessite la censure du gouvernement. Parce que les mensonges qui ont été proférés par le gouvernement dans le cadre de la présentation de cette réforme, que ce soit sur les carrières longues, que ce soit sur la retraite à 1 200 €, nécessitent, je le crois, que ce gouvernement soit censuré. Bon, alors parole au gouvernement, on lui donne. Monsieur Dussopt était ce matin présent, qui n'est pas paradoxalement le plus mauvais là-dedans, hein. Parce que lui, il faut qu'il sorte les rames. C'est-à-dire que Madame Borne dit un truc, il est obligé de sortir les rames derrière parce qu'elle dit quelque chose elle va trop vite. Donc lui, il rame. Bon, et puis c'est vrai qu'il en prend tellement dans la figure qu'on a envie de le défendre un peu, forcément, parce qu'il se fait même insulter personnellement. Mais il avait dit hier quelque chose qui était incompréhensible. Alors là, il reconnaît que c'est incompréhensible. Il était avec Laurence Ferrari ce matin, mais ça ne peut pas être autrement, dit-il. Ce qui est étrange, mais bon, écoutons-le. Expliquez-moi si je me trompe. Si vous avez commencé à 15 ans, 17 ans et 20 ans, vous cotiserez un an de moins. Mais si vous avez commencé à 14 ans, 16 ans, 18 ans, rien ne change. Monsieur le ministre, on n'y comprend plus rien. Alors, je vais vous dire, c'est assez normal. Non, mais c'est pas normal. C'est assez normal. Parce que ce que vous décrivez là, et la difficulté de ce que vous décrivez, la complexité de ce que vous décrivez, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le système de carrière longue tel qu'il existe. Les Français sont intelligents. Il suffit qu'on leur dise les choses de façon intelligente. Mais est-ce que j'ai dit l'inverse? Non. J'ai dit simplement que nous sommes dans un système de retraite qui est d'une complexité sans nom, qui a toujours été. Alors, expliquez-moi. 2 points, et pour essayer d'être aussi direct que possible. D'abord, la question de la durée de cotisation. Tout le monde réagit depuis maintenant 15 jours, en disant comme si la durée de cotisation, c'était un plafond. Ça n'a jamais été un plafond. Quand vous parlez aux Français, justement, quand les Français parlent, quand nous-mêmes, nous parlons de notre retraite, nous disons, il me faut cotiser actuellement 42 ans, demain 43 ans, au minimum, pour avoir droit à une retraite à taux plein. C'est un plancher. Et puis, il y a un système de carrière longue qui a été créé en 2003. Et effectivement, quand vous êtes carrière longue, si vous commencez à travailler tôt, si vous cotisez 5 trimestres avant tel ou tel âge, vous pouvez partir plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez commencé à travailler avant 16 ans, si vous avez cotisé 5 trimestres avant 16 ans, c'est de plus en plus rare. Qui est rare. Et c'est tant mieux. Ça existe. Ça existe encore, mais c'est tant mieux que ce soit rare, parce que ça signifie qu'on va plus longtemps à l'école et c'est très bien comme ça. Vous pouvez partir à 58 ans, on ne le touche pas.
Si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, donc entre 16 et 18 ans, vous pouvez partir à 60 ans. Si vous avez commencé à travailler entre 18 et 20 ans, vous pourrez partir à 62 ans, à condition d'avoir vos 43 années de cotisation au moment de votre date anniversaire. C'est une vraie simplification et nous faisons, c'était d'ailleurs une demande du groupe républicain, nous faisons une 4e marche pour dire que dans un moment de notre histoire où l'âge légal va être un peu plus élevé, ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 21 ans doivent pouvoir partir à 63 ans s'ils ont leurs 43 années de cotisation. C'est une vraie protection que nous mettons en œuvre. Je vous assure, j'ai rien contre personne. Mais on dirait un sketch. On dirait un sketch de Coluche. C'est un sketch. Ouais. C'est une souffrance. C'est l'histoire d'un sketch. Mais ça, c'est un drame de la politique. Vous voyez ça, parce que c'est pas lui d'ailleurs le responsable, c'est le système. C'est un drame de la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est parler aux gens, c'est arriver et dire quelque chose de très clair, c'est incarné et qui soit compris par. C'est porter un imaginaire. Alors vous, si vous êtes ministre du Travail demain sur les carrières longues, non mais parce que moi je veux la solution alternative. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait dire tout simplement tous ceux qui ont commencé avant 20 ans, tous ceux qui ont commencé, ils n'auront que 40 ans ou 41 ans de cotisation et puis basta. Tout le monde comprend de ce que je dis, c'est clair. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi c'est pas possible? Je n'ai pas la réponse. Pour un coût financier. Exactement. C'est tout. Pour l'équilibre financier, qui n'existe plus d'ailleurs. C'est le tableur Excel qui explique les dernières concessions. Ils ne veulent pas. Après, les gens qui ont travaillé à 15 Bien ans, sûr. ils vont avoir 44 ans de cotisation. 43, 15 ans. Ah oui. Et c'est 16 ans, 44 ans. Absolument. Et 14 ans, 44 ans. Mais à partir du des moment gens qui ont commencé à 14 ans, il n'y en a pas beaucoup. Pascal Pro, à partir du moment où ils ne veulent jouer que sur les limites d'âge pour le financement, ils excluent toute autre réflexion, on l'a vécu hier à l'Assemblée, sur d'autres sources de financement, ils se sont mis dans ce piège. Mais enfin, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que c'est assez pénible moi, parce que il est sympathique. T'as envie en plus de l'aider, monsieur Dussopt. Il a l'air sympathique. Comme disent les enfants, il est au bout de sa vie. T'as l'impression en fait, il y avait quand même deux arguments qui mettaient le sucré, là. Qui mettait en avant sur la réforme, c'était les 1 200 €, ça fait pchit. Voilà. Et puis là, le deuxième, c'est la carrière longue. Et franchement, la carrière longue, moi j'ai beau... pourtant, je bosse le sujet. Pour suivre, c'est très compliqué. Donc finalement, les deux arguments, le sucré, j'ai peur que personne n'y comprenne rien. Quoi. Ouais, c'était le sucré. Voilà, le sucré. Par contre, le salé, ça, tout le monde a compris. Quoi. Oui. C'était les mesures qui allaient dans le bon sens, le sucré. Et le salé, c'était les... vous restez encore quelques secondes avec nous? Vous avez... il n'est pas lâché. Il n'est pas lâché. À 11h. Lâché. Bon. Alors, on recevra tout à l'heure pourquoi les hommes tombent toujours sur des emmerdeuses. Oula. Ça part bien. C'est Fabien Delettre qui a écrit ça. Et pourquoi les femmes tombent toujours sur des connards. Donc, très équilibré. Donnez-moi ça tout de suite. Ça donne des perspectives, c'est intéressant. Alors, c'est un petit livre, je pourrais vous le dire. Alors, effectivement, il y a si tu perds ta chérie dans un centre commercial, pas de panique, il te suffit d'aborder une jolie femme et dans les 10 secondes qui suivent, la tienne débarquera. Bon, c'est vrai dans l'autre sens. Hein. Ah bon? Bon, alors dans l'autre sens, je retourne. Quand un homme te dit que tu peux l'appeler quand tu veux, c'est sûrement vrai. En revanche, il ne te dit pas qu'il allait répondre. Bon. Voilà, c'est des petites choses comme ça. On marque une pause. On va parler évidemment de Pierre Palmade. On parlera également aujourd'hui de la Fédération française de football, forcément, avec le président Noël Le Graët qui est mis en difficulté. À tout de suite. Il est 9h30, Audrey Berthaud. Gérald Darmanin était aux côtés des policiers pour lutter contre le trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Cette visite survient quelques jours après la découverte d'un règlement intérieur pour des habitants du quartier Pablo Picasso. Le ministre a organisé une opération spéciale hier soir à ce sujet. Des promesses pas toujours tenues dans le lait infantile. Une étude montre que les arguments vantés par les laits artificiels ne sont fondés sur aucune recherche scientifique solide. Certains industriels mettent en avant les bienfaits pour le développement du cerveau du bébé ou encore sa croissance. Mais selon les autorités sanitaires, pour les bébés, il n'y a rien de mieux que l'allaitement maternel. Enfin, l'actrice Raquel Welch, icône hollywoodienne des années 60, est décédée hier à l'âge de 82 ans. Elle était connue notamment pour son rôle dans 1 million d'années avant Jésus-Christ. Elle était apparue dans plus d'une trentaine de films au cours de sa carrière. Elle avait notamment tourné avec Jean-Paul Belmondo ou encore Frank Sinatra. Mortalité par AVC. Ce que souligne le moment qu'on vit, c'est l'incapacité de ceux qui nous gouvernent à produire des textes simples et compréhensibles.
Par exemple, si tu fais une démarche des retraites, une réforme des retraites, on va leur soumettre des idées puisqu'ils ont du mal. Bon, tu peux dire, les cadres, vous bossez jusqu'à 64 ans et les autres, on ne touche à rien. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais au moins, c'est clair. Donc, on considère que quand tu es cadre, c'est plus facile. Vous êtes cadre ? Non. Bon. Dans ma retraite, vous échappez. Non, vous avez le droit de partir plus tôt. Mais vous voyez ça, par exemple, ce que je dis là, c'est simple. C'est simple. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais travaillé dans l'État. Je ne sais pas si on peut mettre ça en musique avec les petits hommes gris. Que tu dis ça à un petit homme gris, cadre, non cadre, oh, il est trop simple, lui. Non, mais Pascal... Non, mais vous qui avez travaillé dans l'État, ce que je dis, par exemple, c'est possible ou pas ? Oui, c'est possible, mais ils vous répondront que ça ne rapporte pas assez d'argent pour équilibrer C'est ça que vous répondront, les petits hommes gris. Ce sur quoi ils n'ont pas... Vous êtes sûr ? Parce que les cadres, ils cotisent plus. Eh bien, vous mettez les cadres 65 ans. Vous les faites bosser, les cadres. Ben oui. Mais ça ne change rien pour les cadres, que ce soit 64 ou 65. Vous les faites bosser. Puisque eux, ils sont pas... Je veux dire, la pénibilité d'un comptable et cadre, par exemple, toutes ces professions-là, bon, ils peuvent bosser peut-être plus que des gens qui font des métiers plus pénibles. Bien sûr. Mais vous qui avez travaillé dans les sphères de l'État, dans les rouages de l'État, qui avez connu ces hommes dont on parle parfois, les petits hommes gris. Mais non, mais cette réforme a une ambition financière. Donc ils veulent faire rentrer de l'argent. Et puis maintenant, mais elle est inutile maintenant en plus. Tu l'as tellement trituré pour faire passer la réforme. Désolé, grâce aux Républicains. Un homme de gauche qui le disent. Oui. Et dans les enquêtes d'opinion, on montre aussi que beaucoup de personnel de l'encadrement, comme on dit, du management, ont perdu le sens de leur travail. Sont soumis à à une pénibilité concernant ce qu'on leur demande de faire. Non, mais ça existe. Non, mais tout le monde se plaint. Ça existe aussi. Oui, bien sûr, mais tout le monde a une... J'ai posé la question à mon médecin traitant. Je lui ai dit, quels sont les gens qui craquent le plus aujourd'hui ? C'est les managers. Oui. Et ça a explosé pendant la crise mais je le dis, sanitaire. Pascal, certains doivent nous écouter et se dire, mais moi, vu ma situation, là, j'en peux plus. Mais là où j'introduirais une nuance, c'est que si tu veux, quand on analyse les causes des burn-out, et on en a énormément, notamment depuis la crise sanitaire, en fait, c'est pas la charge de travail. C'est-à-dire que ce serait probablement pas la durée du travail, c'est la perte de sens qui cause le burn-out. D'accord. Bon, on termine avec vous et après on vous libère. La dernière chose, c'est sur les femmes. Et cette réforme, les femmes visiblement qui sont les grandes perdantes, c'est bien compris de cette réforme. Et il y a eu un échange hier entre Laure Lavalette, qui est du Rassemblement national, et Sandrine Rousseau sur ce thème. Écoutons. La natalité est la grande absente avec la productivité d'ailleurs de votre réforme des retraites, qui est quand même aberrant parce que, on le sait, aucune ambition sociale de ce pays n'aurait pu être faite si nous n'avions pas eu une natalité florissante. Je remercie la gauche d'arrêter de culpabiliser les femmes qui veulent, figurez-vous, de leur plein gré avoir des enfants. Un conseil, lâchez nos utérus. Si vous souhaitez aider les femmes, faites l'égalité salariale, le congé paternité équivalent au congé maternité. Laissez partir les femmes avant 64 ans. Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement de votre réforme des retraites. Pourquoi ça vous fait sourire, Marie-Estelle Dupont ? Non, je ne peux pas le dire. C'est pas de ma faute. Ah, bon, alors parce que vous êtes dissipé en plus. Voilà, bon. La classe est agitée. Bon, rien à... Ça restera entre nous. Rien à dire sur cette séquence ? On a terminé ? Bon. Merci. On a élevé le débat là. Non, merci, mais on a d'autres idées. Non, mais il est évident que la pyramide des âges, vous avez vu que le débat commence à s'épuiser aussi. On est un peu au bout. Les idées, je vous l'ai dit aussi, capitalisation pour ceux qui peuvent ou qui veulent. C'est déjà le cas. Pour ceux qui peuvent. Et puis, voilà. Donc, et un vrai petit homme gris vous aurait dit que sur votre distinction cadre-non-cadre, ça a créé une inégalité juridique qui n'était pas forcément défendable devant le Conseil constitutionnel. Oui, bon, voilà, elle est défendable sur mes yeux. Mais bien, je ne vous dis pas le contraire. Non, mais c'est quand même dommage que quand on aborde la question de la pyramide des âges et de la natalité et de la désincitation des Françaises, parce qu'il y a quand même 30% des jeunes femmes qui n'ont pas du tout envie d'avoir d'enfants, ça soit immédiatement catégorisé extrême droite. C'est une réalité factuelle et mathématique. Eh oui, mais... À un moment donné, il va falloir parler des modes de garde et de comment on combine une carrière et des enfants. Il y a quand même dernier mot. Et on parle de Pierre Palmade ensuite. Il y a quand même un problème en termes d'égalité salariale, ça c'est vrai. C'est une véritable problématique et qu'on a du mal à résoudre. Et par ailleurs, au niveau d'un certain nombre de postes de travail, il y a des aménagements de postes qu'on doit faire, y compris pour les femmes. Moi, j'ai un métier conducteur de train, il y a 1% de femmes. Donc 99% d'hommes. Voilà. Oui, mais parce que pourquoi
parce qu'on ne dort pas tous les soirs à la maison, parce que c'est les horaires décalés, parce qu'il y a une image aussi du cheminot, la bête humaine. Mais ça, c'est peut-être à la SNCF de recruter des femmes. Mais ça, évidemment, c'est à la SNCF. C'est des aménagements qui doivent être mis en place, justement pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc là, il y a quand même une responsabilité des employeurs à avoir. Et ça, c'est quand même des choses qu'on doit pointer. On n'est plus dans les années 30 ou 40. Il faut des aménagements qui soient faits pour que tout le monde puisse s'y retrouver, y compris dans les horaires décalés, y compris avec des métiers qui sont dans l'image qu'on peut avoir, une image masculine. Il y a beaucoup de femmes qui sont conductrices de bus, moi j'en vois beaucoup. Oui, c'est vrai. Il y en a plus de conductrices de bus que de... Il y a des efforts qui sont faits, mais il faut aller encore plus loin. Bon, Assemblée Générale ce matin, Gare de Lyon toujours ? Oui, là, à 11h. À Sudrail. Bon, tout le monde, il y aura tous les syndicats. Eh bien écoutez, je sais pas, moi j'aimerais petite souris pour savoir... ce que vous nous dites. Il y en a plein, entre vous. en plus. Là, on va beaucoup parler de la grève reconductible du 7 mars. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Nous ouvrons le dossier Pierre Palmade avec Sandra Buisson va entrer dans une seconde et va prendre la place de Monsieur Villedieu. Mais on voit le sujet de Vincent Farandez qui nous donne les dernières informations et Sandra est là dans une seconde. Transféré à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne, Pierre Palmade a également été placé en garde à vue à 13h55 hier. Son audition devrait éclairer plusieurs zones d'ombre. Pourquoi a-t-il pris le volant alors qu'il avait consommé une forte quantité de cocaïne ? Pourquoi sa voiture a-t-elle dévié sur la voie de gauche ? Ou encore, quel rôle ont joué ces deux passagers ? Mais mardi, la sœur du comédien a déclaré que Pierre Palmade ne se souvenait plus des circonstances de l'accident. L'une des deux personnes soupçonnées de s'être enfuie de la voiture de l'humoriste a été interpellée hier à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, ainsi que la femme qui l'hébergeait. Il s'agit d'un Marocain âgé de 33 ans. Le deuxième homme a été placé en garde à vue à la fin de la journée. À 34 ans, il est connu de la police pour des affaires liées aux stupéfiants. Ils devront s'expliquer notamment sur les heures précédant l'accident, celles d'après et les raisons de leur fuite. Bon, Sandra Buisson, qu'est-ce qu'on sait de plus ces dernières heures ? Alors la dernière information, c'est que la garde à vue du premier homme interpellé et suspecté d'être le passager, qui a été interpellé à Clichy hier matin, a été prolongée. Donc visiblement, il y a besoin d'approfondir un petit peu ses déclarations sur ce qui s'est passé. On sait que son témoignage et celui de l'autre passager seront essentiels pour savoir ce qui s'est passé au moment de l'accident, puisque selon les dernières infos que nous avions de l'entourage de Pierre Palmade, il ne se souvenait pas du moment de l'accident. Les autres informations qu'on a, c'est on a un petit peu plus de renseignements sur ce qui s'est passé avant l'accident, c'est-à-dire ce qu'était parti faire Pierre Palmade avec ses deux passagers quand ils ont décidé de prendre cette voiture et d'aller dans la ville d'à côté. Donc, selon les journalistes de terrain qui ont pu investiguer, il était allé, lui, il est passé à la boulangerie et de son côté, un des deux passagers est allé à la pharmacie chercher des seringues. Ça, c'était quand ? Ça, c'était juste avant l'accident. C'était juste la course qu'ils allaient faire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de cocaïne et la cocaïne, a priori, c'est pas en intraveineuse. Donc les seringues, c'est pour d'autres produits de drogue. Alors on sait que d'autres produits, de toute façon, drogue ou médicaments de substitution qui auraient été dilués, en fait, lui était positif à la cocaïne. On sait qu'il en avait pris une importante quantité peu avant de prendre la voiture. En revanche, il avait aussi, dans son examen toxicologique, des dérivés de cocaïne dans l'organisme. Et par ailleurs, au domicile, pas de drogue de cocaïne pure retrouvée, mais d'autres substances qui sont encore en cours d'analyse. Et on sait aussi que dans la voiture, il n'y a pas de drogue. La garde à vue, elle est donc à l'hôpital pour Pierre Palmade. D'ailleurs, il a été transféré sans doute parce que c'est à Melun que l'enquête est menée. Je pense que c'est plus simple pour les enquêteurs que d'aller tous les jours au Kremlin-Bicêtre. Et puis voilà, ce sera plus pratique. Et puis il a peut-être plus besoin de soins très très poussés comme au démarrage. Mais il a été entendu à l'hôpital, sans doute dans sa chambre d'hôtel, et sans doute a-t-il pu se reposer cette nuit. C'est comme toute garde à vue, normalement, il y a forcément un temps de repos. Et là, la garde à vue doit être en ce moment même. Oui, normalement, elle reprend en début de matinée, et on saura en fin de matinée si elle est prolongée, puisqu'il a commencé à être... la garde à vue a été enclenchée à 14h hier, à peu près, à moins 5. Il est assisté de son avocat. Alors, normalement, oui. Bon. Peu de personnes ont parlé dans l'entourage de Pierre Palmade. Il y a eu ce communiqué qui a été donné.
Ses amis ne se sont pas exprimés, à ma connaissance. Sont-ils passés ou pas? On a parfois des informations contradictoires. Sont-ils passés ou pas lorsque Pierre Palmade était à Paris? En tout cas, pour le moment, peu de gens s'expriment dans l'entourage, hormis ce communiqué qui avait été... ce communiqué de sa sœur, qui n'était pas obligatoire, mais qui avait le mérite, effectivement, de donner son premier sentiment. Et puis, ce qu'on a appris dans son entourage, son premier positionnement sur les faits. Je voulais qu'on écoute l'avocat des familles qui était hier à RTL et qui donnait des informations sur l'état des blessés. Mais avant cela, peut-être, je vous propose d'écouter le procureur de Melun. Je ne sais pas si on dit de Melun. Alors, lui, tu n'as pas pris la parole. Le procureur de Paris. Sur RTL, Paris, c'était la procureure de Paris. Voilà, qui a pris la parole parce qu'effectivement, certains disent comment sera jugé M. Palmade, est-ce qu'il aura des avantages ou pas, et elle a voulu préciser les choses. Certains s'inquiètent d'une sorte de traitement de faveur du comédien dû à sa notoriété. Pouvez-vous nous dire clairement ce matin sur RTL que Pierre Palmade sera jugé comme n'importe quel Français? Alors, bien sûr qu'il sera jugé comme n'importe quel Français et il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants. Les choses de ce point de vue sont claires. Alors écoutez, l'avocat, on l'a écouté hier déjà, mais il donnait des informations et c'est vrai que ces informations sont saisissantes. D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur état de santé à l'heure où l'on se parle ? Alors des 3 et peut-être même des 4 parce qu'il y a un bébé qui est décédé, qui est mort à l'heure où je vous parle. Leur état de santé il est catastrophique. On a une passagère qui était à l'avant, qui a perdu son bébé, qui a des séquelles physiques et psychologiques extrêmement importantes. Et on a toujours le conducteur et le passager arrière, le petit garçon, qui sont aujourd'hui encore en service de réanimation. Toujours dans le coma tous les deux ? Alors on ne sait pas s'ils sont dans le coma, mais ils sont encore en service de réanimation aujourd'hui. Mais est-ce que le pronostic vital de ces 2 blessés est toujours engagé? Alors les informations nous viennent de façon extrêmement parcellaire. Les informations que j'ai aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est que le petit est intubé, il se nourrit par voie de sonde, il ne peut pas prendre de la nourriture comme tout à chacun. Et le père, le conducteur, a de multiples fractures, il a le corps complètement déchiqueté. En tout cas, il a les os brisés. Il a subi entre 5 et 7 opérations en 3-4 jours. Donc, ils sont très mal en point. Et dans les informations que vous avez données hier, il y a ce que vous avez dit de cet enfant qui est défiguré, avez-vous dit. Et cette information, vous la tenez de sa mère. Exactement. J'ai eu la maman de cet enfant de 6 ans, qui est par ailleurs la femme du conducteur, qui aujourd'hui a un mari en service de réanimation, qui a un fils en service de réanimation. Et cette maman m'expliquait que il avait la mâchoire complètement détruite, ce qui l'empêche de manger, de se nourrir, de boire. Et effectivement, elle m'a parlé d'un visage qui était défiguré. Il est inconscient de toute façon pour le moment. Alors pour l'instant, il est inconscient, oui. Marie-Estelle Dupont, vous êtes psychologue et vous recevez dans votre cabinet des gens qui souffrent de la cocaïne, soit qu'ils en prennent, soit, et c'est ce qui m'intéresse ce matin, qu'ils soient proches d'un drogué. Et dans ces cas-là, pour les familles, c'est quasiment mission impossible. Parce que vous ne pouvez pas faire interner votre fils, votre sœur, votre père ou votre mari. Vous ne pouvez pas. Ça dépend. Il y a 3 types d'hospitalisation. C'est compliqué. Il y a l'hospitalisation volontaire, l'hospitalisation à la demande d'un tiers et l'hospitalisation d'office. On peut éventuellement, dans le cas de mise en danger, notamment chez des personnes qui par ailleurs ont des conduites auto-agressives, faire une hospitalisation à la demande d'un tiers. Oui, mais vous devenez le mauvais objet, c'est-à-dire que vous êtes celui qui a persécuté en faisant hospitaliser. C'est une des difficultés pour les familles puisque la prise de drogue aggrave la paranoïa. Mais Noémie Schulz faisait un parallèle entre l'affaire Palmade et l'affaire Erlanger qu'elle suit, où cette jeune femme qui a mis le feu, sa famille raconte à la barre que depuis 30 ans, elle est démunie, elle ne sait pas quoi faire. Parce que vous venez de parler de paranoïa et vous avez raison. Hier, moi, j'avais un témoignage d'une femme qui dit, dans notre famille, il y a un garçon qui prend de la cocaïne de manière XXL depuis des années. Son cerveau, évidemment, est entamé. Sa paranoïa est extrêmement grande. Sa violence est inouïe. Et on ne sait pas quoi faire. On ne peut rien faire. Et en plus, il n'y a pas de solution parce qu'il ne s'en sortira
jamais, parce qu'on ne peut pas s'en sortir à un certain niveau de cocaïne. Vrai ou faux ? En fait, si vous voulez, l'addiction, vous savez que c'est un terme qui vient du droit. C'est une contrainte par corps entre un fief vassal et un fief dominant. C'est-à-dire que l'addiction, c'est vraiment quelque chose qui vous contraint avec des éléments d'habituation. C'est-à-dire qu'il faut augmenter la dose pour arriver au même résultat avec le temps. Et il y a évidemment une dimension de déni et de mensonge. C'est-à-dire que la grande difficulté pour la famille, ça va être d'abord de faire accepter à l'individu qu'il a besoin d'aide, qu'il va mal, puisque la drogue vient masquer son mal-être et lui donner une illusion de toute puissance, et notamment la cocaïne. C'est pas tellement la cocaïne, contrairement à l'héroïne ou à d'autres drogues, c'est pas tellement une accroche biologique. Vous n'êtes pas dépendant biologiquement comme avec l'alcool très vite, mais vous êtes dépendant psychologiquement parce que vous vous sentez rapide et intelligent, et c'est évidemment très déprimant quand les effets diminuent. Donc la première étape, c'est de lui faire admettre qu'il a besoin d'aide. Ensuite, c'est d'avoir un diagnostic psychiatrique pour voir s'il y a des comorbidités. Est-ce que la prise de drogue vient masquer un état psychotique ? Est-ce qu'il y a d'autres conduites à risque, etc. Et puis, un diagnostic psychologique sur le type de personnalité. Encore une fois, est-ce qu'on est sur quelqu'un de borderline, sur quelqu'un qui est en dépression et qui masque sa dépression de cette manière, ou sur quelqu'un qui cache une psychose ? Les jeunes qui prennent beaucoup de cannabis, parfois, ils vont avoir une bouffée délirante et on s'aperçoit que c'est une porte d'entrée dans la psychose. Donc ça, c'est la première chose. Après, il faut un soutien social pour la famille, parce que la fratrie, il y a l'enfant symptôme, il y a l'enfant qui est malade d'addiction, mais il y a les autres enfants. Et en fait, les autres enfants, ils n'en peuvent plus. Et moi, souvent, en consultation en libéral, je n'ai pas le drogué. J'ai ses frères et sœurs qui n'en peuvent plus. Parce que les parents sont au bout du rouleau, ils s'engueulent, voire ils se séparent, que les grands-parents prennent la fuite parce qu'ils sont démunis. Et puis tout le problème de la psychiatrie en France, c'est que les hospitalisations sont parfois très très bien, mais il y a l'après. Et quand le jeune est lâché dans la nature, quelle que soit l'addiction, y compris la boulimie, en fait, il est exposé à un monde où tout est accessible. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener, notamment sur pourquoi est-ce qu'on veut tellement dépénaliser ? Il faut peut-être leur laisser des zones où transgresser, c'est puni par la loi pour venir en aide aux familles. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois surtout, et je suis inquiet, et j'aimerais que ce discours passe le plus souvent dans les médias, parce que les familles, d'abord, ça pourrait les aider, et surtout, lorsqu'on a un enfant qui commence à avoir ce type d'addiction, de pouvoir réagir immédiatement, parce que j'ai peur qu'après, ce soit c'est extrêmement coûteux financièrement, c'est beaucoup de mensonges, c'est des fugues, c'est des nuits dehors, aller chercher, à appeler la police, c'est vraiment un carnage pour les familles. Et cet angle-là, silencieux. depuis 3-4 jours, c'est pour ça que je voulais que vous interveniez, parce qu'il a peu été développé. On parle évidemment, on a beaucoup parlé. Et alors, il y a quelque chose dont on n'est pas conscient, c'est que depuis une vingtaine d'années, chez les jeunes, de plus en plus jeunes, on a des phénomènes de polytoxicomanie. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas juste de la coke en boîte, c'est associé à du MDMA pour faire effectivement des partouzes, à de l'alcool. Et ces polytoxicomanies sont très très compliquées à prendre en charge. Mais me remonte, moi, pour autant, des on n'a pas que des informations, échecs thérapeutiques. me remontent des informations que c'est devenu monnaie courante de se droguer. Alors oui, moi, je ne suis sûr. pas au contact de jeunes. Vous dites bien sûr. J'entends des jeunes qui disent dans toutes les soirées, mais c'est à Pontivy comme à Paris, dans tous les milieux. Parce qu'on est dans une société qui a, je vous l'ai dit, il y a de moins en moins de personnalités bien structurées et névrotiques et de plus en plus de personnalités borderline qui ne tolèrent pas la frustration. Mais donc les conduites à risque et les passages à l'acte. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on observe épidémiologiquement. Mais on a des statistiques. Bien sûr. Mais on ne faisait pas de statistiques à 70 ans sur les personnalités névrotiques. On faisait pas de Moi, j'ai toujours le sentiment qu'au fond, l'humanité... Pascal, on a des statistiques sur les maladies, sur la pathologie, mais parce sur les qu'on ne les conduites faisait à pas risque. avant. Mais depuis 50 ans, on a des chiffres. Il y a 100 ans, vous savez, l'état mental de la société. Vous voulez que je vous apporte des chiffres la prochaine fois? La semaine prochaine, je ne serai pas là. Je vous répète, moi j'ai toujours le sentiment, au fond, que rien ne change. Mais la c'est société faux. est la même, les névroses sont les mêmes. Mais quand on va dans les colloques de psychiatrie de l'adolescent, Pascal, on voit bien que les conduites à risque ne sont pas les mêmes qu'il y a 25 ans chez des jeunes de 14 ans. Ce ne sont pas les mêmes adolescents. Les niveaux de frustration ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes adolescents. Par rapport à... Et je ne vous parle pas de l'emprise des réseaux sociaux sur les troubles de l'attention et sur la cognition. Donc ça favorise aussi le passage à l'acte. Compte tenu de ce que dit Marie-Estelle, moi je suis frappé que l'État ne lance pas enfin et de l'information, ce que tu dis par exemple, ce qu'on le découvre, et de la communication pour prévenir les parents, les proches de jeunes, de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, qui sont drogués. Ce que tu dis sur la cocaïne, mais on pourra en parler sur le cannabis, l'État n'a pas fait dans ce domaine, alors que le marché est en explosion en France, n'a pas fait dans ce domaine ce qu'il a fait sur la cigarette et sur l'alcool. Et ça, je trouve que c'est un manque. Et la sécurité mais vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mort. Non, parce que aux yeux de l'État. C'est ce que dit Marie-Estelle, c'est nouveau. C'est-à-dire que c'est comme ça nous arrive aujourd'hui, d'une certaine manière. Comme ça n'existait pas si j'entends Marie-Estelle, ça n'existait pas il y a 50 ans.
Pas 50 ans, mais il y a 10 ans, ça a commencé à exister. Ah oui, mais tu prends sans doute un peu de retard, quoi. C'est ce que vous venez de dire. Je dis que ce sont des phénomènes de plus en plus importants, effectivement. Moi, j'ai le sentiment que la cocaïne touchait un certain... Pendant le confinement, s'est développé le Uber de la drogue. Oui. C'est-à-dire qu'on se faisait amener très facilement du shit, ceci, cela. Donc effectivement, ça est nouveau peut-être. Moi, j'ai le sentiment que la cocaïne touchait ou certains milieux, ou l'héroïne dans les années 80-90, c'était la pub, manifestement, c'est répandu partout. Donc ça doit être un grand chantier national. On a 3 trains de retard parce qu'on est plutôt dans l'idéologie dans les pays occidentaux de dépénaliser la drogue. Oui. Donc c'est sûr. Manifestement, vous ne trouvez pas que c'est une bonne solution? Non, parce que si vous voulez, il y a un élément, il y a un paramètre dont on ne tient pas compte dans la connaissance du psychisme humain, c'est l'élément de la transgression. Oui. La transgression est un élément extrêmement important pour la construction d'un adolescent. Donc si vous lui permettez de transgresser en fumant une clope parce que c'est interdit par ses parents ou en fumant du cannabis parce que c'est interdit, il a le plaisir d'avoir transgressé, il s'est opposé et c'est important pour lui. Si toutes les drogues sont autorisées, comment il va transgresser? Mettez question d'autoriser toutes les drogues. On va marquer une pause. 180 à l'heure et en foutant en l'air. On va marquer une pause. Donc moi, je pense que les zones de transgression sont très importantes. On va marquer une pause, c'est fini. Les femmes, pourquoi les femmes tombent toujours sur des connards? Sans pas viser, il y a quelques garçons. C'est faux. Et pourquoi les hommes tombent toujours sur des emmerdeuses? Mais non, pas toujours. Moi, je n'ai jamais j'ai rencontré une femme comme ça de ma vie. Je ne savais même pas qu'elles existaient. Ouais, une emmerdeuse? Oui, non. Des connards et des emmerdeuses, ça existe. Non, moi, j'en connais pas. Les emmerdes, moi, j'aime bien le mot emmerderesse. Je trouve que c'est mieux que emmerdeuse. Merci, Sandra. Merci beaucoup. Et on va parler également de l'ARCOM, de Madame Rima Abdul Malak, qui s'est fait interroger hier par Monsieur Carucci. Très belle séquence, disait hier Roger Carucci, homme politique un peu à l'ancienne, de la classe, de la culture, de l'intelligence, de l'humour. Autant de choses qui ont disparu dans notre société ces derniers temps. Et puis on parlera de la Fédération française de football. À tout de suite. Vous pouvez écouter tous les matins Fabien Delettre sur Europe 2 dans le morning. C'est ça, 6h, 9h30. 6h, 9h30. Vous parlez de nous de temps en temps, paraît-il d'ailleurs. Oui. Le matin. Ouais, alors on ne peut pas vous écouter par définition, puisqu'on est, là on ne peut pas s'écouter mutuellement. Et vous avez donc écrit pourquoi les femmes tombent toujours sur des connards. Alors par exemple, si tu rencontres un homme qui te prépare un dîner de folie, qu'il prend une douche, qu'il te fait l'amour pendant 1 heure, te demande même si tu as eu un orgasme, et si ce n'est pas le cas, te refait l'amour pendant 1 heure, c'est que ton réveil n'a pas encore sonné. C'est rigolo, c'est un peu léger. Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais on joue. On joue aux hommes et on joue aux femmes, voilà, c'est un esprit un peu potache, ça s'appelle du second degré, un truc qui a disparu. Mais c'est important. Évidemment, vous dites c'est pas vrai, vous êtes au premier degré. Non, mais je trouve ça important de dire que les hommes sont pas tous des connards. Oui, mais vous êtes là, franchement. Mais c'est très drôle. Voilà, mais ça peut arriver de temps en temps. C'est pas mal d'être de temps en temps d'être au second degré, Marie-Estelle. Qu'est-ce qui vous prend? J'arrête pas de prendre des fous rires depuis tout à l'heure. Eh bien, on va écouter... À propos de l'utérus de Sandrine Rousseau. On va écouter... Voilà la blague. Audrey. On va écouter Audrey Berthaud. Pas la suite. Et Audrey Berthaud. La NUPES a retiré de nombreux amendements à la réforme des retraites. Hier soir, la France Insoumise a retiré plus d'1 millier d'amendements en fin de soirée. Les socialistes, 90% dès l'heure. Et on vient d'apprendre que les députés communistes ont retiré les 350 amendements qu'ils avaient déposés. L'objectif est d'arriver à l'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans avant la fin des débats. Et presque 7 Français sur 10 sont opposés au projet de réforme des retraites du gouvernement. C'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews. Un rejet en hausse de 6 points en 1 mois. Dans le détail, les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les personnes mécontentes, 71% contre 62. Enfin, Elisabeth Borne, élue personnalité politique de l'année 2022. Le trombinoscope annuaire professionnel a décerné ses récompenses ce matin. Elle succède à la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui avait reçu ce prix en 2021, et à la maire de Paris, Anne Hidalgo, lauréate en 2020. Fabien Roussel, Gabriel Attal et Aurore Berger ont également été sacrés. Fabien Delettre, bonjour. Bonjour. J'ai cité une phrase les femmes tombent toujours sur des connards. Par souci d'égalité, je vais citer une phrase, les hommes tombent toujours sur des emmerdeuses. Si un jour ta femme se fait piquer sa carte bancaire, un conseil, ne fais pas opposition, le voleur dépensera toujours moins que ta femme. Bon, c'est mignon. Oui, voilà. Évidemment, c'est faux aussi.
c'est pas aussi. Mais ça, c'est vous qui avez tout écrit ou vous avez piqué, faire une sorte d'assemblage? Alors comme je le dis, moi je suis pas sociologue, donc c'est plus des blagues que j'ai toujours entendues. Aussi, c'est des propos que j'ai entendus en soirée, notamment de la part de pas mal de copines féminines, qui disaient notamment « je suis toujours tombée sur un connard ». Et je me suis dit, il y a quand même un problème. Pourquoi elle tombe toujours sur des connards? Et c'est là-dessus que je me suis dit que ça pouvait être rigolo de commencer à compiler toutes les bonnes phrases et les anecdotes. Alors maintenant, le connard a été remplacé par pervers narcissique. Vous ne pouvez pas entendre une femme qui dise qu'elle n'est pas sortie avec un pervers ou qu'elle sort avec un pervers narcissique. Tu as envie de leur dire non, c'est simplement un mec. C'est-à-dire qu'il est égoïste, il pense qu'à lui, il est lâche, etc. Pervers narcissique, c'est autre chose encore. Mais bon, voilà. C'est plus négatif que connard, je trouve. Le connard reste un petit peu encore fun. Pervers narcissique, je trouve qu'il y a un côté un peu triste. Comme dit Blanche Gardin, c'est le pervers narcissique quand tu t'es fait larguer, quoi. Exactement. Voilà. Oui, ça je suis d'accord. Mais bon. Vous alliez dire quelque chose? Non, j'allais mettre un bémol, mais vous allez m'accuser d'être sérieuse. Non, vous êtes là pour ça. C'est quoi le bémol? Faudrait savoir. Alors, je disais... 1-0. Elle a raison. Pascal, 0. Elle a raison. Il y a de plus en plus de structures narcissiques et perverses. Pour autant, effectivement, c'est pas parce qu'un mec est juste con qu'il faut l'appeler pervers narcissique. Et souvent, on ne fait pas la différence. Non, mais c'est de plus en plus sur lequel il y a discussion. Parce que j'entendais, par exemple... C'est ce que j'explique dans un de mes livres. C'est que je dis que très souvent, on accuse l'autre d'être toxique dans un couple, alors que c'est la relation qui est devenue toxique. Oui, mais ce que je veux vous dire, j'entendais un témoignage dans le théâtre du père de Sacha Guitry, Lucien Guitry. Bon, toutes les jeunes femmes qui arrivaient au théâtre, pour jouer, elles étaient obligées de passer dans son lit. Bon. Donc, vous dites, il y en a de plus en plus. Je pense simplement qu'aujourd'hui, on dit les choses alors qu'avant, on ne les disait pas. L'exemple que je cite, qui était vrai dans le monde professionnel, qui était répandu, c'est-à-dire que les filles n'avaient pas le choix. Elles vivaient sous le joug, l'autorité, la domination, parfois des hommes, d'une manière incroyablement abusive. C'est ça que je veux dire. Non, la différence, c'est que par rapport... Et ces hommes-là étaient des pervers narcissiques et on ne le disait pas. Non, ce que je veux simplement dire, Pascal, c'est que la nature humaine ne change pas. En revanche, il y avait un certain nombre de cadres internes et moraux et externes qui permettaient qu'un certain nombre de personnes s'empêchent. Et que aujourd'hui, dans la bourgeoisie, quand il y avait les petites bonnes, c'était une organisation sociale complètement différente. Oui, je vous le confirme, c'était complètement différent. Les témoignages, là encore, quand tu lis, les témoignages, comment ça se passait? Alors, il y a aussi une libération de la parole. Rappelez-vous. Bien sûr, je suis en fait. C'est pour ça que. Il y a aussi une libération de la parole, bien sûr. Bon, évidemment, vous allez nous accompagner jusqu'à. Voilà. Moi, je connais pas les petites bonnes, mais je vous fais confiance. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. On a ces témomages où les hommes se conduisaient n'importe comment, n'importe comment, et notamment dans le rapport social avec de domination sociale. Ça se passait à l'usine, ça se passait en famille, ça se passait partout. Je vous parle même pas de l'inceste qui était très présent dans toutes les familles dans ces années-là, qui aujourd'hui. Pas dans toutes les familles, Pascal. Pas dans toutes les familles. Non. Beaucoup, vous avez raison, pas dans toutes, mais dans beaucoup de familles. Ça que MeToo. D'ailleurs, on vient d'ouvrir une maison d'accueil pour les victimes d'inceste garçons, parce qu'il y en avait une pour les filles. Oui, il y a eu un inceste célèbre, d'ailleurs, avec un homme aujourd'hui qui est en dehors de la société. L'ARCOM. Et l'échange entre Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, qui a été interrogé par Roger Carucci. C'était au Sénat. Alors d'abord, quand on voit le Sénat, c'est pas l'Assemblée nationale. Quand quelqu'un parle, on l'écoute. Il y a un certain niveau des débats. Voyez cet échange et après on pourra en parler ensemble. La France dispose d'une autorité de régulation des médias, l'ARCOM. L'ARCOM, sur son site, affirme qu'elle travaille naturellement avec le Parlement, puisque le Parlement désigne 6 de ses 9 membres, mais qu'elle est totalement indépendante du gouvernement. Alors, Madame la Ministre, j'aimerais, devant la représentation nationale, que vous nous rappeliez votre définition personnelle de l'expression totalement indépendante du gouvernement. Monsieur le vice-président Carucci, vous êtes un grand spécialiste de l'audiovisuel. Nous avons eu plusieurs réunions à ce sujet. Et je pense que si vous reprenez toutes mes interviews, toutes mes déclarations publiques depuis mai dernier où j'ai été nommée ministre, vous pourrez voir qu'à aucun moment, je n'ai commenté une décision de l'ARCOM. À aucun moment, je n'ai fait d'appréciation sur le travail de l'ARCOM, autorité bien évidemment strictement, absolument indépendante. Je me borne à rappeler le cadre de la loi.
les obligations, les droits et les devoirs que la loi de 86 prévoit pour les chaînes qui ont des fréquences gratuites, les chaînes de la TNT. Je ne fais rien d'autre que rappeler le cadre de la loi. Est-ce qu'une ministre n'a pas le droit de rappeler la loi ? Est-ce qu'une ministre n'a pas le droit de faire état de décisions qui sont publiques de l'ARCOM ? J'en fais juste état. Je ne les commente pas, j'en fais état. Je n'ai pas le droit ? Qu'est-ce qui vous choque ? Et qu'est-ce qui fait peur ? Où sont les menaces ? Est-ce que si rappeler le cadre de la loi fait peur, j'ai envie de poser la question à ceux qui se sentent menacés. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Je vous rassure, Madame la Ministre, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Mais moi, je ne vous reproche absolument pas de faire des constats ou des commentaires sur les chaînes. C'est parfaitement votre droit, comme c'est le mien. Et j'en fais peu. Dommage. Mais en revanche, quand vous dites, Madame la Ministre, éventuellement, je ne dis pas que vous affirmez, en 2025, l'ARCOM pourrait retirer l'agrément. Non, je suis désolé de vous dire, retirer, quand vous dites que l'ARCOM pourrait retirer, si cela continue, l'agrément aux chaînes en question, vous interférez avec les décisions de l'ARCOM. Vous n'avez pas, je suis désolé, Madame la Ministre, vous pouvez commenter autant que vous voulez, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas à dire ce que l'ARCOM pourrait faire en 2025, parce qu'à partir de là, c'est interférer sur l'indépendance de l'ARCOM. Et moi, Madame la Ministre, je serais beaucoup plus intéressé par vous entendre sur cette fameuse réforme de l'audiovisuel public que nous attendons depuis 5 ans. Je serais beaucoup plus intéressé de vous entendre sur la manière dont on va financer l'audiovisuel public, puisque depuis que vous avez supprimé la redevance audiovisuelle, nous sommes dans le non-dit et l'intérimaire. Bon, la réponse de... Il a parfaitement mouché Madame la Ministre, si j'ose dire. C'est un ancien... c'est quelqu'un d'estimable, Monsieur Carucci. Ça a été un ancien ami et collaborateur de Sarkozy. Et c'est un homme... Pardon. Oui, et de Séguin, en tout cas de cette mouvance. Mais là, il a touché très juste. Et la ministre, elle a commencé de toute façon, j'ai écouté les 3 rectificatifs qu'elle a fait depuis sa première intervention. Elle rame. Alors vous disiez tout à l'heure que Dussopt rame. Elle a pris les doubles rameurs. Hein. Elle essaye de revenir en arrière, mais elle ne peut pas maintenant, elle ne pourra plus se départir de ce péché originel pour un ministre qui est effectivement de revenir sur tout ce qui a été le rôle des autorités. Depuis la première autorité présidée par Michel Cotta, on remonte à 81 ou 82. La haute autorité. En tout cas, la haute autorité. Non, toutes les autorités ont été créées pour empêcher justement des ministres de gouvernements divers et variés d'intervenir en permanence sur les chaînes de télévision. Eh bien là, c'est la première fois qu'il y a une brèche qui est ouverte et à mon avis, ça doit lui coller à la peau jusqu'à la fin de son ministère. C'est un beau moment de parlementarisme pour 2 raisons. D'abord parce qu'à la fin de l'envoi, il touche sur l'art oratoire, il y a quelque chose d'efficace et il rappelle les 2 dimensions du législateur, du parlementaire. D'abord, le fait d'élaborer la loi, quid d'une grande loi de l'audiovisuel. Et sur le contrôle de l'exécutif, il rappelle la faute de départ de la ministre dont elle peut ne pas se remettre parce que tout simplement, plus elle s'en explique et plus ça fait reparler de sa faute concernant l'autorité indépendante. Elle écrase la tête. Non, mais il y a quelque chose qui est intéressant d'ailleurs et on va écouter tout à l'heure Madame Amélie Oudéa-Castéra qui a parlé de Noël Le Graët. Il y a un parallèle et moi je ne veux surtout pas défendre Noël Le Graët, hein, bien évidemment. Mais qui en aurait besoin. Non, mais je veux dire, ce qu'il a fait n'est pas acceptable, c'est bien évident. Et le témoignage de Sonia Souid est très clair de ce point de vue-là. Mais il n'empêche que c'est une ministre qui entre dans une fédération et qui dit quoi faire. Et vous avez d'un côté un ministre de la Culture qui entre alors que la Fédération française, elle est indépendante. Et la FIFA est très vigilante à ce que précisément le politique n'entre jamais dans les fédérations. Donc je ne sais pas comment ça va se faire. Et on va l'écouter tout à l'heure. Elle dit qu'il est alcoolisé, Monsieur Le Graët. C'est peut-être et sans doute vrai d'ailleurs. Mais est-ce à elle de le dire ou pas ? Forcément, il y a un début de discussion. Bon, en tout cas, je rappelle également que l'ARCOM, et c'est Christine Kelly qui est une ancienne membre du CSA, et à juste titre, Christine, que je salue, qui me dit l'ARCOM fait 2 poids, 2 mesures avec le service public, puisque l'ARCOM désigne les patrons de Radio France et de France Télévisions.
ce qui est aussi, convenons-en, là aussi, une indépendance, c'est étrange de nommer. Et quand tu vois le service public aujourd'hui tel qu'il fonctionne, j'aimerais qu'on regarde de très près qui est invité et quels sont les sujets traités. Ou plus exactement, qui n'est pas invité et quels sont les sujets qui ne sont pas traités. Je peux introduire une toute petite nuance ? Oui. Quand vous dites ce n'est peut-être pas à elle de dire qu'il était alcoolisé, moi je me pose une autre question. Pourquoi est-ce que dans nos mentalités, le fait d'être alcoolisé serait une excuse, comme le fait d'avoir du cannabis serait une atténuation du fait de jeter? Non mais là c'est pas du tout une excuse, c'est une circonstance aggravante. Mais on en parlera tout à l'heure de la... Oui, j'aimerais bien qu'on en parle parce que c'est un vrai sujet sur... Non mais je fais le lien avec le sujet d'avant. Je suis d'accord avec vous, mais pour le moment, si vous voulez, on est sur... C'est dur de... Mais je lance une... Mais vous avez raison. Vous attrapez si vous voulez. J'attrape, comme vous dites. Et donc j'ai perdu le fil de ce que je disais. Voilà, sur l'Arcom, c'est l'élimination du président. Bon, non, ce que je voudrais dire, c'est que voilà, il y a des sujets qui ne sont pas traités. Il y a des invités qui ne sont pas reçus. Je cite tous les jours depuis 2 semaines, Vaincre ou mourir. On pense ce qu'on veut de ce film. Mais il n'a pas le droit d'être traité sur le service public. Ces comédiens n'ont pas été invités. Pourquoi ? Parce que c'est Philippe de Villiers ou la famille de Villiers qui produit, parce que c'est des catholiques vendéens qui se font tuer sous la Convention de la République et que c'est pas dans le logiciel de la doxa du moment. Donc moi j'aimerais que l'Arcom réagisse là-dessus. Alors évidemment c'est plus difficile de réagir sur des gens qu'on n'invite pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dire pourquoi vous ne l'avez pas invité ? En fait, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Voilà. Le service public a une ligne éditoriale très puissante, très forte. Non, mais l'Arcom dont vous parlez est imparfaite. Bon. Toutes les autorités ont été imparfaites. Mais l'Arcom est imparfaite. Bon. Elle a d'ailleurs le même président qu'avait l'Arcom a le même président qu'avait l'autorité précédente. Mais là, c'est pire que tout parce que même si l'autorité en question est imparfaite, ce qu'a fait la ministre, c'est donner l'impression qu'elle va dicter le comportement à cette autorité imparfaite qui est déjà en charge. La Fédération française de football. Ce qui est gênant, c'est que l'Arcom est parfaitement silencieux. Pardon. Oui. Parce qu'on aurait pu attendre. Mais c'est vrai que l'Arcom aurait pu dire, écoutez, oui, mais... Je rappelle que l'Arcom prend ses décisions. Mais on pourrait même interpréter le silence de l'Arcom comme une soumission au ministère de la Culture. On pourrait. Je ne le ferai pas. Mais on pourrait. Un mauvais esprit pourrait le comprendre. On pourrait le faire, effectivement. Et d'une volonté de ne pas entrer en conflit avec le gouvernement. Bon, la Fédération française de football, après 4 mois et demi de travail, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a donc mis le point final à son rapport d'audit définitif sur la FFF. Sans surprise, ce rapport pointe du doigt le comportement du président de la Fédération française de football, les dérives de comportement de M. Le Graët et Mme Amélie Oudéa-Castéra. S'est exprimé d'abord sur Noël Le Graët et je vous propose de l'écouter. Concernant le président Noël Le Graët, compte tenu des manquements analysés en matière de gouvernance, compte tenu de ses déclarations publiques, compte tenu de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, de défaillances accentuées par une consommation excessive d'alcool, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Dans ces circonstances, le statu quo est impossible, mais je sais que Noël Le Graët est un homme de décision et j'espère donc qu'il prendra les bonnes dans les jours à venir pour la fédération, mais aussi pour lui-même. S'il ne le fait pas, bien sûr, d'autres voies existent pour la Fédération française de foot. D'autres cordes de rappel sont là et pourront être activées. Alors, c'est vrai qu'il faut expliquer aux uns et aux autres que la fédération, c'est un pouvoir de délégation et que tu pourrais, d'une manière ou d'une autre, reprendre ce pouvoir de délégation, ce qui est rarement arrivé, je crois, dans l'histoire du sport français. Mais c'est une possibilité, et sans doute Mme Oudéa-Castéra fait-elle référence à cela. Deuxième passage sur la mission, cette fois-ci sur la gouvernance, qui est remise en cause, et c'est là qu'elle parle de, entre guillemets, l'alcoolisme de Noël Le Graët. La mission a également établi le caractère parfois déplacé, parfois injurieux des propos de M. Le Graët, et en soulignant que ces propos pouvaient être accentués, aggravés, par une consommation excessive d'alcool.
Ces dérives, bien évidemment, sont préjudiciables à l'image de la Fédération française de foot et ne répondent pas aux exigences d'une fonction de président d'une telle fédération, y compris en termes d'image, de confiance donnée aux pratiquants, aux familles et de rayonnement à l'international. Je vous propose d'écouter l'avocate de Noël Le Graët parce qu'elle était assez remontée ce matin. J'ai entendu, vous l'avez peut-être entendu sur RTL, et elle conteste évidemment de manière très forte puisque elle défend Monsieur Le Graët. Écoutons son avocat. Pour le moment, écoutez, il prendra sa décision tranquillement et c'est certainement pas sous la pression de la ministre, puisqu'il y a quand même une enquête sous une grosse influence politique. Il prendra sa décision tranquillement. Il n'y a pas le feu à la Fédération française de foot, donc il prendra son temps et il prendra la décision tranquillement qui s'impose. Il est complètement avec un sentiment d'injustice totale. Et à juste titre, parce que objectivement, mais ce rapport et cette enquête sont intervenus de manière complètement scandaleuse. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun respect de l'indépendance ou de l'impartialité ou même du contradictoire qui doit être respecté dans ce type d'enquête administrative. Bon, le témoignage seul de Sonia Souid justifierait que M. Le Graët se tienne à l'écart de la fédération. Oui. Elle dit des choses très graves. Et ça, c'est... Alors, moi, je ne connais pas tout le rapport, mais ce seul témoignage, elle a témoigné dans le journal L'Équipe d'ailleurs, justifie que M. Le Graët prenne pour le moins de la distance. Mais le dernier passage que je voulais vous faire écouter, c'est Mme Oudéa-Castéra qui a parlé du rapport de Noël Le Graët précisément. Ah, elle n'a pas Marine Lançon. Mais dans ces deux rapports, il y a la même dérive, si vous permettez. Dans ces deux interventions ministérielles, c'est très différent, c'est deux cas très différents, mais on sent la même pression qui est, je dirais le mot simplement, totalitaire. C'est-à-dire de s'arroger des pouvoirs au-delà des pouvoirs qui vous sont confiés. Il y a une dimension personnelle, c'est-à-dire la détestation entre les deux est connue. Mais la détestation est connue. Mais normalement, le responsable politique devrait ne pas humilier une personne, comme elle le fait là, pour obtenir de lui la décision qui s'impose. Alors là, c'est vrai que là, on ne lui permet pas d'avoir une porte de sortie, c'est ce qu'on disait hier soir, honorable. Écoutons, je vous donne la parole, mais écoutons le dernier passage de Mme Oudéa-Castéra sur le comportement reproché à Noël Le Graët avec les femmes. La mission rend également compte d'une attitude problématique vis-à-vis des femmes, avec des comportements gravement inappropriés, qui ne peuvent pas être considérés comme respectueux de la dignité des personnes, avec des paroles, et oui, avec des SMS même réguliers. La mission évoque ainsi des propos ou des écrits de M. Le Graët ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres, caractérisés aussi par des horaires d'envoi, un caractère répétitif et la nature des destinataires, à chaque fois des femmes placées sous son autorité ou dans une relation de dépendance, d'influence, et ce, même après le déclenchement des travaux de la mission. Bon, je rappelle que pour le moment, sur le plan judiciaire, rien n'a été enclenché. Là, elle a qu'à déposer plainte, puisque apparemment, elle fait référence à des actes. Moi, je serais le monsieur. Moi, j'ai rien, je le connais même pas. Le Graët, je l'ai jamais rencontré. Je suis pas un footballeur, mais ça m'intéresse pas tellement. Mais vraiment, là, je serais à sa place. Je trouve que j'ai été gravement diffamé. Je porte plainte contre eux. Évidemment qu'il est diffamé par c'est vrai ce sont des témoignages qui... alors, tout est parti d'une enquête dans un magazine de foot. Mais je vous répète, le seul témoignage de Sonia Souid justifierait que M. Le Graët prenne le large. Même si cette femme n'a pas déposé plainte non plus. Mais, jusqu'à présent. Mais oui, c'est pour ça que j'ai des précautions oratoires. J'ai dit ce témoignage justifierait, c'est un comportement manifestement qui est inadapté pour un président de fédération. Il ne relève pas du pénal, mais qui est inadapté. Qui est inadapté. C'est-à-dire que quand il envoie un SMS en disant la 4e bouteille de champagne, je la boirai sans vous, etc., avec quelqu'un qui était une agent de joueur, donc avec lequel tu as un lien
sinon de subordination, mais en tout cas un lien dans ce même univers et que toi-même tu es président de la Fédération française, c'est un comportement inadapté. Je ne sais pas s'il relève du pénal, mais c'est un comportement inadapté. Pas qu'il relève du pénal, mais c'est vrai qu'on a attendu un président de la Fédé qui c'est un se comporte comportement inadapté. autrement. Vous vouliez dire un mot là-dessus tout à l'heure. Vous vouliez dire, oui, bien sûr. Vous vouliez dire un mot tout à l'heure. Je vous donne la parole. Non, je trouve que c'est très délicat d'avoir... faut prendre des pincettes, parce que d'un autre côté, c'est un gouvernement qui dit vouloir défendre les femmes dans ce genre de situation. Et quand vous êtes sous l'autorité de quelqu'un et qu'il vous dit discrètement, comme le dit M. Le Gret, mon médecin estime que ça irait mieux si je me tapais une grande blonde, on est contente aussi quand on est une femme d'être défendue. Et quand un homme vous traite de MILF dans les couloirs, il n'a pas toujours la circonstance atténuante ou aggravante, c'est selon, de l'alcool. Donc je trouve que c'est très difficile en fait. C'est vraiment, on ne peut pas être manichéen dans cette histoire sur la position de la ministre qui essaye aussi d'être cohérente avec la ligne de défense des femmes. Et à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Moi je soulignais simplement que la FIFA, parce que pour connaître bien le foot, la FIFA est très vigilante à ce que la politique n'entre pas dans la gestion des fédérations. Et c'est pour ça, c'est ce que vous avez dit très justement d'ailleurs. Tout ça est délicat parce que... Il n'est pas novice en la matière, ce monsieur. Madame Oudéa-Castéra a des intentions qui sont louables, sans doute, de vouloir protéger... Moi, je suis très prudente. Sont louables de vouloir protéger la gouvernance de la fédération. Quand le politique fait quelque chose, on voit 1% des intentions et 99%, on ne sait pas. Mais à la limite, peu importe. Parce que ce qui se passe là avec M. Le Gret, ça se passe dans plein d'autres milieux. Oui, mais elle a envie dans plein d'autres milieux sportifs, dans plein de milieux du showbiz, dans plein de milieux. Moi, j'ai des patients qui me rapportent des trucs, mais abyssaux. Oui, mais restons sur ce domaine. La ministre veut donner dans son domaine... Tout à fait, c'est ce que je dis. C'est la première fédération de France. C'est la première vitrine de France. Si moi je suis ministre de Sport, je pense comme elle. Je veux des gens qui incarnent le sport et le football qui soient irréprochables. Bon, en même temps, je redis ce que je dis tout à l'heure. Et ça fera peut-être jurisprudence sur d'autres fédérations. C'est difficile d'entrer parce que M. Le Gret, il a été élu, il a sa légitimité. S'il ne veut pas démissionner, personne ne le fera démissionner. Et il n'y a aucune action judiciaire qui est en place. Ça questionne. Donc, moi, je vous donne les deux... Ce que je crois comprendre, c'est que de toute façon, Le Gret a perdu beaucoup de légitimité, y compris au sein de la base du football, dans les clubs de foot de base, notamment après ses déclarations sur Zidane. Donc, il va sortir à un moment ou à un autre, parce qu'à partir du moment où la base du football, qui est sa base électorale, ne le soutient pas, il va sortir à un moment ou à un autre. En revanche, ce qu'on aimerait peut-être pour vraiment clarifier l'action de la ministre et aller dans le sens de la transparence qu'on peut attendre, c'est que ce rapport soit complètement publié. Oui, bien sûr, moi je suis d'accord. C'est pas le cas aujourd'hui. On a eu des bouts. Vous avez raison. Il faut qu'il soit absolument publié. Bon, à suivre parce qu'il y a un COMEX demain. Est-ce que le COMEX va demander... Parce qu'aujourd'hui, tout ça est un peu compliqué, mais le COMEX, si M. Le Gret ne démissionne pas, le COMEX va faire une procédure disciplinaire contre M. Le Gret, ce qui serait quand même très humiliant, puisqu'il passerait devant une commission de discipline de la fédération, et c'est là qu'il pourrait être viré. Donc tout ça est effectivement du billard à trois bornes. Bon, les femmes sont toujours, tombent toujours sur des... Comment ? Genre des emmerdeuses. Mais non, mais bon, vous, alors... Mais j'ai très envie de le lire, ce livre. Mais alors, pourquoi les femmes tombent toujours sur des connards ? Bon, vous, par exemple, vous n'êtes pas toujours tombé sur des connards. Moi, j'ai passé 15 ans avec un homme dont je ne dirais jamais que c'est un connard, même si on s'est séparés. Et à votre avis, les hommes qui ont été avec vous, personne ne dira qu'il est tombé sur une emmerdeuse. Ah, ça, je leur laisse le... Non, mais il y a débat. Je vous pose la question. Bon, et puis c'est quoi une emmerdeuse ? C'est quoi une emmerdeuse ? C'est ce que dit un connard quand on le met face à ses responsabilités. C'est quoi une emmerdeuse ? Une emmerdeuse, c'est beaucoup de choses. Par exemple, si tous les jours tu entends une petite voix lancinante te répéter sans cesse tout ce que tu dois faire, pas la peine d'aller chez un prêtre te faire exorciser, c'est juste que tu habites avec une emmerdeuse. Oui, c'est surtout une petite voix qui est toujours c'est ce genre de petites choses qu'on te raconte dans le livre, mais qui derrière entraîne effectivement, c'est parce que peut-être qu'elle est aussi avec un connard, et c'est ça ce qui est rigolo. Vous n'avez qu'à descendre les poubelles. Exactement. Mais je rappelle que c'est un livre, attention, parce que là on était sur un sujet très lourd avant. Oui, bien sûr. C'est de la rigolade. Hein. C'est de la rigolade, je suis pas psychologue, je suis pas sociologue, je suis juste un rigolo. Bon, si tu vis avec un connard et que tu cherches à te souvenir des bons moments, rappelle-toi ta vie avant votre rencontre. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut se dire.
Moi, je pense qu'il y a des gens surtout qui aiment bien parfois être... Se faire emmerder ? Oui, j'ai l'impression, sûr. non ? Le masochisme masculin, on pourrait faire une émission là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien, et qui ont quitté leur mère et puis qui retrouvent une femme qui ressemble à leur mère. Ils sont très contents d'être comme ça, pilotés. Il y a plein d'hommes. Non, mais pourquoi vous riez ? Un continent de questions. Comment ? Oui. Non, mais il y en a, et puis il y en a d'autres qui sont différents. Comment ? On n'a pas du tout envie d'être votre mère. Oula. On est en couple. Ça règle ses comptes. Oui, mais est-ce que vous avez le sentiment que certains hommes ont envie de trouver... Oui, mais bien sûr, mais comme certaines femmes ont envie d'une relation qui n'est pas forcément une relation d'adulte à adulte. C'est pas simple la vie de couple. Ah bah non, c'est le domaine le plus difficile. C'est beaucoup plus difficile que le boulot ou même les enfants. Ah bon ? Bah bien sûr, parce que ça demande d'avoir tellement bossé sur soi, on n'a jamais fini de régler des trucs. Ah bon ? Vous me le prêtez ? Comment ? Tiens, je le donne à Marie-Estelle, c'est elle qui va vous poser des questions et qui va lire. Le plaisir, parce que depuis tout à l'heure, je sens que ça l'intéresse, ça fait très plaisir. Non mais c'est un sujet. En fait, vous avez le même domaine. Marie-Estelle, c'est votre domaine. Vous recevez des gens qui viennent parler dans votre... Elle est très mignonne celle-là. Lisez. Ton chéri était-il à tes côtés quand tu étais malade ? Ton chéri était-il à tes côtés quand tu as perdu ton job ? Ton chéri était-il à tes côtés quand tu as eu un accident ? Si la réponse est oui, demande-toi si ton mec ne te porte pas la poisse. Non, mais en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est des grands traits de personnalité, hommes et femmes, tels qu'ils sont véhiculés dans les clichés. Mais est-ce que c'est vrai ? Par exemple, est-ce que c'est vrai qu'un homme ne s'intéresse pas à la vie de sa femme ? Est-ce que c'est vrai qu'un homme ne pose pas des questions ? Qu'est-ce que tu as fait, chérie, aujourd'hui ? Comment ça s'est passé ton job, etc. Est-ce que c'est vrai qu'un homme ne fait rien le dimanche et qu'il est devant sa télé à jouer à la PlayStation ? Non. Mais je pense que ce serait moins drôle d'avoir fait un livre pourquoi les hommes s'intéressent quand même un petit peu à ce que font leurs femmes et pourquoi les hommes sont sympas avec leurs femmes et font toutes les tâches ménagères. Ce serait moins drôle à raconter, mais évidemment, heureusement que c'est la réalité en 2023. Et c'est pour ça que ce livre est drôle, parce que je parle de choses effectivement un peu dans les clichés, mais qui sont des fois quand même inspirées de faits réels ou de choses que j'ai vécues. Je pense qu'on a tous un peu vécu. Regardez, je ne sais pas ce que lit. Mais ce qu'on a commencé à lire sur les emmerdeuses, ça se vérifie. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous lisiez ? Je ne sais pas. Mais il y a eu 2 ou 3. Qu'est-ce que vous disiez ? Marie-Estelle, faites-nous part de votre hilarité. Si ta chérie tend petit à petit vers l'obésité, sache que quoi qu'il arrive, elle vivra plus longtemps que toi, notamment si tu lui fais la remarque. Oui, c'est une petite blague. C'est une petite blague. Des blagounettes. Du quotidien, voilà. Mais évidemment, bien sûr. Mais là, pour se détendre, c'est important de rire des relations hommes-femmes. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Parce que c'est trop dur, trop compliqué. Mais parce que le second degré a disparu. C'est-à-dire que le second degré est pris pour du premier. Je cite toujours l'exemple de Bedos. Quand Bedos est en train de regarder comme ça lui et qui dit « Quelle salope !» etc., qui est un sketch qui est drôle, il joue au beauf. Il joue au beauf. Eh bien, aujourd'hui, tu ne pourrais pas faire ce sketch, je pense, puisque tu es pris au premier degré. Il s'amusait du beauf. Il s'amusait. Et nous, ici, souvent, c'est ce qu'on fait, d'ailleurs. Peut-être que je peux avoir le même problème. Si quelqu'un prend ce livre au premier degré, je vais peut-être avoir beaucoup de problèmes. Mais je pense, honnêtement... Mais je pense que les gens qui l'achètent ne cherchent pas. Ça cherche justement à rire et ont compris, enfin, en tout cas, j'espère, ont compris qu'on est là pour se détendre et prendre du bon temps. Mais vous savez, ce qui me gêne le plus, moi, souvent, chez Sandrine Rousseau et chez... c'est le manque d'humour. Il n'y a absolument aucune place pour la dérision. Moi, si j'interrogeais Madame Rousseau, je ferais très attention parce que j'ai l'impression que elle ne saisirait pas. L'humour et le totalitarisme font mauvais ménage. Hein. J'irais pas. Alors ça, c'est pas extrait du livre. J'irais pas jusqu'à dire qu'elle est totalitariste parce que. Bon, mais et en fait, la frontière, c'est souvent l'humour. Qu'est-ce qui permet dans un couple de s'amuser ? C'est de rire ensemble. Oui. Chez Yasmina Reza, dans la pièce Art, il y avait ça. Est-ce que tu as ri avec lui ? Est-ce que tu as ri avec lui ? Bon, il y a des gens avec qui tu ne peux pas rire. Hein. Et le fait qu'il y ait du second degré et de l'humour dans un couple est quelque chose de... Bien sûr. J'avais un présentateur célèbre de TF1. J'entrais, parfois je faisais des blagues. Il me dit, je te préviens Pascal, je n'ai aucun humour. Hein. Ah oui ? Je disais, merde. Comment on va pouvoir communiquer alors ? Parce que c'est pas mal de parler. Mais il était inaccessible au second degré. Vous vous souvenez de ce présentateur que je ne citerai pas, Gérard Carrero. Mais vous pensez peut-être pas au même que moi. Audrey Berthaud, qui a beaucoup d'humour et beaucoup d'esprit. Et qui va donner des...
Pierre Palmade sera de nouveau entendu ce matin. Sa garde à vue a duré plusieurs heures hier. Elle va donc reprendre ce matin. Concernant la garde à vue de l'un des deux hommes présents dans la voiture lors de l'accident, on vient d'apprendre qu'elle a été prolongée. Philippe Martinez et Laurent Berger sont à Albi aujourd'hui. En choisissant la capitale du Tarn pour manifester, les leaders syndicaux ont voulu mettre en lumière la contestation qui grandit dans les villes moyennes. Ils veulent également montrer que tout ne se joue pas à Paris. Et puis une étape cruciale pour le plus vieux président jamais élu aux États-Unis. À 80 ans, Joe Biden boucle aujourd'hui son bilan médical de routine. La Maison-Blanche a promis de diffuser le rapport du médecin du président. Joe Biden qui a l'intention de se représenter en 2024. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui nous appellent évidemment sur ce qu'a dit Madame Rima Abdul Malak et qui lui disent c'est dommage que Madame le ministre de la Culture n'évoque pas la perte de millions d'euros d'argent public de Delphine Ernotte dans l'aventure hasardeuse de Salto et France Télévisions. C'est nous qui payons. C'est nous qui payons Salto. Et manifestement, Madame Ernotte, Delphine Ernotte, qui a investi donc dans Salto et qui perd des... on peut dire beaucoup de choses. C'est quelque chose que... Elle s'en fiche. Bon, j'en parlerai demain. On peut en avoir une dernière, non ? J'en parlerai. Non. Pardon. Non, mais Madame Abdul Malak a attaqué Canal, mais Canal est une maison qui gagne de l'argent. Et ça, c'est plutôt bien d'avoir une société qui gagne de l'argent. Alors que, effectivement, le service public a investi beaucoup d'argent dans Salto. Salto, c'est vous qui payez, c'est moi, etc. C'est beaucoup d'argent perdu par le service public. On peut se tromper, ça peut arriver. Et je ne doute pas que Madame Ernotte soit interrogée très bientôt par Léa Salamé, qui la recevra et qui lui demandera dans son émission pourquoi vous avez perdu autant d'argent dans Salto. Ça sera à suivre peut-être samedi soir dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé. Je la salue, ou sur France Inter si elle souhaite inviter Madame Ernotte. Je suis sûr que Léa saura poser les questions adéquates. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est gentil et je vois que gros succès. J'ai peut-être trouvé des lectrices, alors je suis très heureux. Je vais le mettre dans ma salle d'attente, ça va faire du bien au moral des patients. Ah oui, en plus vous avez gagné un livre gratos. Mickaël Thomas était à la réalisation. Rodrigue. Attendez, montrons-le à l'antenne. Voilà, si nous on peut vous écouter sur Europe 2 le matin. Tous les matins entre 6h et 9h. Vous levez à quelle heure ? Je me lève à 4h30. Et vous êtes dans la pénibilité, vous. Faites attention. Vous allez partir tôt. Mickaël Thomas, vous avez quel âge ? Non, vous n'avez pas. J'ai 37 ans. Ça va, vous faites plus jeune. Mickaël Thomas était à la réalisation, Rodrigue Le Prado était au son, Dominique Raymond était à la vision. Merci à Marine Lançon, bien sûr, à Justine Cerquera, Jean-Marc Morandini dans une seconde. Et rendez-vous ce soir. Merci, bonne journée à tous.